Bienvenue à cette nouvelle capsule de la série à hauteur d'auteur organisée par la revue internationale PME. Nous avons le plaisir de recevoir Rosanna Schopp, doctorante à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, qui a souhaité discuter de l'article publié en 2020 intitulé Le rôle d'intermédiation des activités entrepreneuriales du middle ground dans la circulation des idées créatives, le cas du krautrock. Nous avons le privilège d'avoir l'un des co-auteurs de ce papier, M. Paul Muller, professeur des universités de sciences économiques à l'Université de Lorraine, pour un échange à hauteur d'auteur avec cette doctorante du champ de l'entrepreneuriat. Rosanna, je te laisse donc prendre le relais et échanger avec le co-auteur de l'article que tu as sélectionné. Merci beaucoup, Toby, pour cette introduction. Donc, je vais d'abord commencer avec un petit résumé de l'article. Donc, cet article vise à analyser comment les idées circulent entre les différentes instances au sein d'un écosystème créatif, en mettant notamment en lumière le rôle d'intermédiation des activités entrepreneuriales dans la circulation de ces idées-là. Et à cette fin, les auteurs de l'article mobilisent le cadre théorique de Coandé, Grandadam et Simon, selon lequel les processus créatifs se déploient à trois niveaux. Premièrement, l'underground, ce sont les acteurs créatifs individuels. Après, on a l'upperground, ce sont les acteurs institutionnels et les grandes entreprises. Et finalement, le middle ground. Et donc, ce dernier joue un rôle clé dans l'écosystème car il rend possible l'interaction entre l'underground et l'upperground par quatre mécanismes clés: les lieux, les espaces, les événements et les projets. Et malgré la pertinence de ce modèle, M. Muller et ses collègues soulignent des lacunes au niveau théorique et empirique. D'un point de vue théorique, les processus sous-jacents à la circulation des idées créatives entre les trois niveaux ne sont pas bien compris et conceptualisés. Et d'un point de vue empirique, il existe peu de recherches empiriques qui étudient vraiment comment les quatre mécanismes du middle ground peuvent être activés afin de permettre la communication entre l'underground et l'upperground. Et donc, inspirés de ces constats, les auteurs ont réalisé une étude qualitative longitudinale basée sur des données historiques pour analyser le cas du krautrock, qui est un style de rock expérimental qui a émergé en Allemagne de l'Ouest dans les années 60. Malgré le succès modeste du krautrock, le krautrock a influencé les styles de musique occidentaux d'aujourd'hui en faisant circuler de nouvelles idées, par exemple une identité musicale allemande, un mode d'expérimentation avec des composantes rythmiques et des instruments alternatifs et une approche par projet. Donc, les résultats de l'étude montrent que la circulation des idées ainsi que les mécanismes du middle ground qui sont activés varient en fonction des périodes du cycle de vie de l'écosystème du krautrock. Donc, en identifiant trois grandes périodes du krautrock, les chercheurs révèlent que les activités entrepreneuriales au middle ground, c'est-à-dire les interactions entre les agents économiques, jouent un rôle d'intermédiation crucial dans la circulation des idées créatives. Ainsi, les idées circulent de l'échelle locale, donc ça c'est la première période, aux échelles nationales et internationales jusqu'à l'upper ground à l'aide d'un middle ground bien consolidé, ça c'est la deuxième période, avant de retourner à l'underground en raison d'une diminution du middle ground. Ça, c'est la troisième période. Et en conclusion, l'enquête montre que les artistes valorisent aussi une approche effectuelle et expérimentale durant les phases d'émergence, tout en tendant plus vers une logique causale lorsque l'écosystème devient plus mature. Donc ça, c'est par rapport au petit résumé. Maintenant, j'aimerais brièvement expliquer pourquoi cet article m'interpelle. Donc, l'article m'interpelle parce que je m'intéresse beaucoup personnellement aux industries créatives et culturelles, donc dans ma vie académique et personnelle. Et donc, j'adore vraiment la perspective selon laquelle l'entrepreneuriat ne se limite pas aux activités purement marchandes et économiques, mais replace aussi la dimension créatrice des entrepreneurs et des artisans au premier plan. Et donc, selon moi, il s'agit vraiment d'une perspective non seulement critique, mais aussi originale et même audacieuse dans un monde qui est dominé par les pensées capitalistes.
Et de plus, j'étais déjà familière avec le modèle des écosystèmes créatifs avant de lire l'article. Et donc, j'étais très curieuse d'explorer les résultats d'une étude empirique qui essaie d'enrichir notre compréhension de ce modèle-là. Et donc, l'analyse du krautrock basée sur des données historiques est pour moi vraiment une approche originale d'étudier l'entrepreneuriat sous l'angle des industries culturelles. Et donc, je commence avec mes questions. Donc, la première question est la suivante. Le krautrock est un cas vraiment très original, mais aussi très unique. Et donc, j'aimerais savoir quelles leçons est-ce que vous tirez de votre étude pour d'autres écosystèmes créatifs, comme par exemple l'art, la littérature ou les médias, et quels résultats anticiperiez-vous? Très bien, merci beaucoup Rosanna hein, pour votre voilà, résumé hein, qui est vraiment que j'ai trouvé vraiment très très bien, hein, ainsi que les remarques très très pertinentes voilà, que vous avez mis en avant. Alors, avant de vraiment répondre à cette question, j'aimerais quand même revenir sur votre constat concernant l'originalité hein, du cas. Euh, Parce que il me semble que pour moi, pour une recherche de qualité, hein, surtout lorsque on traite de thèmes liés à l'innovation et à la créativité, il me semble que ce qui est important, c'est de trouver un équilibre entre originalité d'un côté, sans pour autant sacrifier la capacité de généralisation. Alors, pour l'originalité, en fait, pour moi, le krautrock est un cas qui est original, mais tout en ayant des éléments qui sont vraiment intéressants et qui peuvent être élargis à des tas d'autres cas d'industrie créative. Alors, bah, déjà l'originalité du krautrock, hein, comme vous l'avez très très bien mentionné, c'est le fait que habituellement, on n'aurait pas trop tendance à associer musique rock et l'Allemagne. Ça, c'est certain, hein, parce que voilà, bah, comme vous le savez, hein, la musique rock, elle est vraiment issue du monde anglo-saxon. Alors, pour autant, moi, ce que j'ai trouvé très très intéressant dans le cas du krautrock, c'est que ben, finalement, cet isolement, cette originalité, cet isolement a joué aussi un choix dans le choix de notre cas. Pourquoi? Ben, parce que finalement, le krautrock, voilà, le rock en Allemagne, eh ben, en regardant le rock en Allemagne, ce que on avait, c'est finalement une sorte d'écologie, un écosystème créatif qui était relativement pur. C'est-à-dire pur dans le sens où il était exempt de, d'influences possibles d'autres genres, d'autres courants musicaux, hein, et qui auraient rendu l'analyse beaucoup plus difficile, voire même éventuellement biaiser les résultats. Donc, par exemple, une des difficultés qu'on pourrait rencontrer dans un genre comme le rap, c'est que bah, le rap, on ne pourrait pas le comprendre si on isole l'écosystème créatif du rap, par exemple, de tout l'héritage qui est issu du jazz et du funk. Alors que là, pour le krautrock, bah, finalement, on n'a pas trop ce problème. Alors, ceci dit, et c'est ça aussi en fait l'intérêt de notre cas, c'est que néanmoins il y avait quand même un certain nombre d'éléments, et notamment d'ordre historique, qui montrent que finalement l'Allemagne de l'Ouest disposait d'un terreau fertile, qui était propice à l'émergence de ce courant musical. Alors, je vais en citer quelques-uns, hein. Le premier, c'est que bah, l'Allemagne, il ne faut pas oublier que l'Allemagne se situe en pointe se situait en ce temps-là en pointe dans les musiques contemporaines. Alors, bien sûr, bon, je ne vais pas revenir sur certaines innovations technologiques hein, en matière musicale qui ont eu lieu précisément en Allemagne, hein, comme par exemple l'invention de la bande magnétique qui a été inventée par BASF, donc voilà le grand conglomérat allemand. Mais il y avait aussi voilà, certains des plus grands compositeurs de musique expérimentale, de musique
de musique contemporaine expérimentale étaient allemands, hein. Je pense notamment à Karl-Heinz Stockhausen, hein, qui était un des pionniers de la musique électronique et dont certains de ses élèves ont été des musiciens de krautrock et ont formé le groupe Cannes. Et voilà, il y avait aussi des rassemblements, hein. Comme on est dans l'écosystème, dans le thème de l'écosystème créatif, il y avait aussi des rassemblements, des événements qui avaient lieu spécifiquement en Allemagne. Et notamment, je pense à ce qu'on appelait l'université d'été, l'école d'été de Darmstadt, qui était un événement qui rassemblait les plus grands compositeurs de musique contemporaine d'Alors. Darmstadt étant une ville qui est située non loin de Francfort. Euh, Deuxième chose qui permet d'expliquer aussi pourquoi le krautrock s'est développé en Allemagne de l'Ouest, c'est que paradoxalement, l'Allemagne de l'Ouest a pour le coup bénéficié de sa situation post-Deuxième Guerre mondiale en étant sous occupation alliée. Hein, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest, il ne faut pas oublier que l'Allemagne de l'Ouest euh, était sous occupation alliée, c'est-à-dire qu'il y avait des bases qui jalonnaient le territoire allemand, des bases françaises, américaines et anglaises. Et il y avait une répartition territoriale entre ces sphères d'influence. Donc, par exemple, la France, sa sphère d'influence était réduite au, on va dire, au bassin rhénan et puis à la Rhénanie-Palatinat et puis voilà, et la Sarre. Alors que l'Allemagne, la partie sud, le reste de la partie sud de l'Allemagne était sous influence américaine et la partie nord était sous influence britannique. Et il se trouvait que bah, justement, certains des épicentres du krautrock relevaient de chacune de ces deux sphères d'influence euh, britanniques, respectivement américaines. Et cette occupation militaire se matérialisait par l'implantation de camps ces camps étaient organisés de telle manière à reproduire en fait la vie britannique ou américaine. Et notamment, il y avait quelque chose qui a joué un rôle assez important, c'était les magasins d'importation, déjà d'une part. Et il y avait aussi des radios militaires d'autre part. Donc, sur le modèle enfin, un film assez ancien qui s'appelle Good Morning Vietnam, peut-être que vous le connaissez, où bah, justement il y avait une radio d'armée américaine qui était censée soutenir le moral des troupes et qui passait en fait qui passait les derniers hits, les derniers tubes américains. Et ben là, dans le cas de l'Allemagne, c'était exactement la même chose. Et donc, bah, du coup, les jeunes Allemands avaient un accès très aisé à la culture anglo-saxonne, et notamment par le biais de ces magasins d'importation et de ces émissions de radio. Et donc, ceci permet aussi voilà, de développer une culture musicale qui est imprégnée de musique britannique et américaine, hein, et c'est pas un hasard si voilà, une des influences majeures qui a été revendiquée par bon nombre de musiciens du krautrock résident dans le Velvet Underground, dans Pink Floyd, dans la musique minimaliste américaine, donc notamment John Cage, Terry Riley, ou le free jazz, avec en particulier Ornette Coleman et Archie Shepp. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un cadre qui est très très important et qui révèle finalement non seulement l'originalité, mais aussi la pertinence du cas du krautrock. Alors, ceci dit, hein, je pense que en fait enfin je pense pas, je suis vraiment convaincu que cette étude, hein, et le cas du krautrock est loin d'être un cas isolé dans le sens où bah, lorsqu'on regarde les différents cas d'industrie culturelle et créative qui sont abordés dans la littérature scientifique, eh ben, on peut voir que il y a un élément qui est très souvent très récurrent, c'est justement la contribution des entrepreneurs et des projets entrepreneuriaux au développement des mécanismes d'intermédiation pour l'émergence d'écologie créative. Donc,
par exemple, je peux en citer quelques-uns, hein, où justement on voit finalement des mécanismes qui étaient assez proches, hein. Mais voilà, je peux en citer un en particulier parce que français, c'est celui du développement de la French Touch, hein. Donc la French Touch, je vous rappelle, voilà, c'est un mouvement musical, hein, qui a vécu deux périodes. La première durant les années 90, milieu des années 90, et la deuxième période à partir de la fin des années 2000. Mais si on regarde justement la première French Touch, donc qui était représentée notamment par enfin, les porte-étendards de la French Touch, il y avait notamment Daft Punk, Air, Phoenix, etc. En fait, la French Touch, qui était localisée à Paris, euh, elle voit certains des éléments qu'on a vraiment vus dans le cadre de notre étude. Et notamment, par exemple, cette juxtaposition entre des lieux, hein. Donc, pour la French Touch, en l'occurrence, il y avait un lieu emblématique qui était la discothèque Queen, qui était située sur l'avenue des Champs-Élysées, et qui était dirigé par Philippe Fatien. Et il se trouvait que le directeur artistique du Queen, c'était David Guetta. Donc là, voilà, la superstar de la pop électronique. Il y avait aussi un label, hein, qui a joué un rôle fondamental, qui était le label Headbanger, hein, et notamment sous l'impulsion de son fondateur et dirigeant, qui était Pedro Winter. Et puis, enfin, on peut aussi citer certains des projets, hein, parmi lesquels, hein, il y avait notamment l'importance des clips vidéo, hein. Par exemple, Daft Punk avait un souci particulier de la qualité du clip vidéo, hein, qui était tourné par des grands réalisateurs de cinéma, hein, comme par exemple Michel Gondry ou Spike Jonze. D'accord? Donc ça, voilà, c'est des éléments aussi qu'il faut avoir en mémoire. Alors, plus globalement, alors, je pense que ce travail, il trouve aussi un écho dans d'autres domaines qui vont largement excéder les industries culturelles et créatives. Et pour ça, en fait, je pense en particulier à un travail que j'ai pu mener donc avec une des co-autrices du papier, hein, donc Bérangère Shostak, et une troisième chercheuse qui est Delphine Vandenmarer, qui est chercheuse en sciences de gestion au CEREFIGE à l'Université de Lorraine. Et dans ce travail, on a regardé justement le rôle d'intermédiation des entrepreneurs dans le cadre du développement d'innovations sociales, suivant une logique ascendante, donc bottom-up, qui va partir réellement des besoins et des solutions développées par les utilisateurs. Et donc, dans ce travail, on a aussi pu, de manière totalement complémentaire à notre travail sur l'entrepreneuriat dans le krautrock, on a pu pointer l'importance de ce que, bah, justement, vous aviez mentionné de manière très juste, hein, dans vos remarques sur le papier, l'importance des mécanismes non économiques, hein, au sens traditionnel du terme. C'est-à-dire que des mécanismes qui vont s'écarter du marché et de la puissance publique ou de l'organisation. Et en l'occurrence, ce mécanisme, c'est vraiment les mécanismes de réciprocité et de solidarité, hein, qui jouent un rôle très très important. Et c'est l'entrepreneur qui aura justement la charge de gérer, de jouer avec ces mécanismes de réciprocité et de solidarité, en plus du marché et de l'organisation, pour justement porter le projet et puis le faire émerger vers l'upper ground. Et donc, bah, ça, justement, c'est un enseignement pour moi qui est important aussi, bien d'un point de vue économique que managérial, parce que justement, cette analyse en termes d'écosystème créatif, ben, elle montre le rôle de l'entrepreneur pour, au-delà de enfin, et dans le cadre de son activité d'intermédiation, le rôle de l'entrepreneur pour maintenir justement cet équilibre, hein, une sorte d'équilibre entre marché, puissance publique d'une part et réciprocité d'autre part. Or, bah, et
ça c'est aussi une autre leçon induite par par notre papier, c'est que cet équilibre fragile peut être très facilement mis à mal notamment par une stratégie trop agressive de capture de la valeur de la part des firmes de l'upper ground. Et ceci va forcément avoir une répercussion négative sur la création. Merci beaucoup pour votre réponse. C'est vraiment inspirant de voir comment ce cas finalement très unique peut aussi inspirer d'autres études, d'autres cas. Vous avez mentionné plusieurs exemples, mais justement, ce que vous avez dit à la fin, ça m'amène à la deuxième question que j'avais préparée, qui concerne le modèle théorique que vous avez appliqué, surtout le concept du middle ground. Le middle ground est quand même un concept théorique qui est intéressant parce qu'il nous permet de mieux comprendre les dynamiques au sein d'un écosystème créatif, mais il peut paraître un peu plus difficile à circonscrire et à étudier que les autres concepts, que le underground et le upper ground. Et donc, la question serait, quel conseil est-ce que vous donneriez à des chercheurs, notamment à des novices, à des juniors, qui souhaitent étudier les écosystèmes créatifs et surtout le middle ground? Oui. Oui, oui. Alors, bon, par rapport au conseil, je vais commencer déjà par identifier les principales difficultés auxquelles on était confrontés dans le cadre de notre recherche. Et donc, ce faisant, comment on les a surmontées. Je pense que ça sera autant de conseils qui seront, voilà, qui pourront être utiles pour l'étude du middle ground. Alors, la première difficulté à laquelle on était confronté, c'est justement une difficulté relative à la circonscription hein, de l'écosystème, aussi bien d'un point de vue spatial que temporel. Pourquoi? Parce que ce travail de circonscription doit être mené de manière très très rigoureuse. Ceci d'autant plus si on a une juxtaposition entre différents écosystèmes, hein, comme c'est par exemple le cas lorsqu'on étudie les travaux de Cohen et Simon hein, sur le jeu vidéo à Montréal, ou bien je pense aussi aux travaux de Lang et Schussler sur le design à Berlin. Donc, il est très, très important, voire même impératif, de bien réussir à cerner, à bien cadrer aussi bien temporellement que spatialement notre écosystème créatif. Alors après, une deuxième chose, une fois que ce travail de circonscription spatiale et temporelle est effectué, eh ben, ce qui devient important, c'est aussi de circonscrire les acteurs impliqués. Et cette tâche, finalement, elle peut être même un peu plus compliquée à mener que la circonscription spatiale et temporelle. Parce que, voilà, dans notre cas, en fait, les acteurs qu'on avait retenus, c'était avant tout, ils étaient de deux types. C'était d'un côté, forcément les entrepreneurs, et d'un autre côté, les créatifs. Donc, en l'occurrence, les musiciens et les groupes. Et donc, le problème de cette circonscription des acteurs, c'est que dans le middle ground et le règne vraiment des interactions informelles et solidaires. Et donc, du fait de cette informalité, justement, cette tâche de circonscription des acteurs, elle va être assez compliquée parce que ça va nécessiter de combiner, de trianguler différentes sources de données, voire même différents types de données. Donc, par exemple, nous, dans notre cas, dans le cadre du krautrock, on a été amené à trianguler des données historiques hein, liées à justement aux travaux aussi bien journalistiques que scientifiques qui se sont intéressés à ce courant. On a aussi croisé avec des monographies, des entretiens qu'on a pu trouver dans la presse. Et pour ça, en fait, je remercie Internet, hein, qu'on a pu trouver dans la presse de ces acteurs.
On a aussi dû reconstituer des réseaux sociaux sur la base de données discographiques. Et tout ça, en fait, avait vraiment pour but vraiment de bien fiabiliser, de bien identifier nos acteurs. Alors, en plus de ça, on s'est retrouvé quelquefois dans des situations où on avait en quelque sorte des incohérences entre les sources. Et ça, justement, étant donné ces incohérences, on était amené à faire des choix. Est-ce que tel acteur, on le considère comme relevant du krautrock ou pas? Et ça peut être une source vraiment de... Enfin, c'est une décision à prendre et qui serait loin d'être neutre. Alors, pour notre part, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on a préféré adopter une approche que je pourrais caractériser, enfin, qualifier d'assez conservative. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéressait, voilà, c'est de voir avant tout le cœur de l'écosystème. Et là où les problèmes se posaient, en fait, ils correspondaient finalement aux franges. C'est là où justement les principaux problèmes se posaient. Et donc, pour statuer suivant qu'un acteur qui n'était pas forcément central dans l'écosystème relève du krautrock ou pas, eh ben, on a dû vraiment étudier l'histoire individuelle de chaque groupe, voire même de chaque musicien. Et donc, après cette étude justement des historiques individuels, ça nous a permis de statuer sur le fait qu'on élimine ou qu'on retienne un groupe ou des musiciens. Alors, ce problème, il était particulièrement sensible, excusez-moi, dans la troisième phase de déclin de l'écosystème, parce que là, dans cette phase, déjà, d'une part, on avait un niveau de cohérence du middle ground, comme vous l'avez dit, qui était beaucoup plus faible, hein. Vraiment, le middle ground était en déclin. Et en plus, euh, sur on va dire, les décombres hein, de l'écosystème du krautrock, a émergé un autre écosystème créatif qui était celui de la Neue Deutsche Welle. Donc un genre musical qui a pris la succession, hein, qui était représenté, enfin qui a eu pas mal de succès hein, dans les années, au niveau international, dans les années 80, avec des chanteurs et des groupes comme Falco, Nina Hagen ou Nena, quoi. Et donc là, du coup, on a dû être particulièrement vigilant pour statuer par rapport aux groupes qui apparaissaient assez ultérieurement dans le processus de l'écosystème. Alors, donc, de ce point de vue-là, déjà, on avait, et c'est là où justement les historiques individuels pouvaient nous aider pour statuer sur le statut de tel ou tel groupe. Donc, par exemple, si on voyait qu'il y avait un nouveau groupe qui apparaissait, mais que les musiciens étaient des musiciens, on va dire, historiques du krautrock, là, on le conservait. Mais par contre, si on avait un nouveau groupe qui émergeait et et dont les musiciens n'étaient pas du tout présents auparavant, donc on l'éliminait. Donc par exemple, on peut prendre un ou deux cas, hein. C'est notamment le cas d'un groupe qui est souvent qualifié comme relevant du krautrock, mais qu'on a éliminé, qui est le groupe Deutsch-Amerikanische Freundschaft, ou DAF, hein, qui est un groupe qui a émergé à la fin des années 70. Donc, il avait été assez souvent cité comme relevant du krautrock dans la littérature, on va dire, historique, mais nous, on l'a éliminé. Pourquoi? Alors, parce que lorsqu'on regardait un peu plus en détail et qu'on
on regardait en particulier les historiques des membres du groupe. On s'est rendu compte qu'ils étaient beaucoup trop jeunes et surtout qu'ils fréquentaient d'autres lieux que les lieux, on va dire, historiques du krautrock. Et en plus, notre analyse a été corroborée par la lecture d'entretiens qui montrait qu'il cherchait précisément à renouveler la musique à la suite du krautrock, à l'instar de ce qui se faisait dans le cadre de la Neue Deutsche Welle. D'accord? Donc, voilà, ça, justement, c'est un peu un travail, on va dire un peu un travail de fourmi, mais qui est vraiment nécessaire pour vraiment bien circonscrire. Bien circonscrire l'écosystème actuel, l'écosystème du krautrock. Alors, ceci dit, euh, nous, on a finalement eu un peu, en quelque sorte, la chance d'étudier un écosystème, on va dire, un peu historique. Parce que pour les écosystèmes actuels, et ça, c'est peut-être aussi une mise en garde à adresser à des chercheurs qui s'y intéressent, je crois que pour les écosystèmes actuels, euh, il faut vraiment pas sous-estimer l'impact sur le fonctionnement des écosystèmes, sur la formation et le fonctionnement des écosystèmes, l'impact qu'a le numérique. Alors pourquoi? Parce que si on prend le cas des écosystèmes de la musique, donc, et notamment voilà, la musique, une des grosses lames de fond de la musique dans, la, dans, dans les 15 dernières années, c'est le développement du streaming. Or, le streaming a ceci de particulier que, il va modifier déjà les habitudes de consommation, mais aussi les stratégies créatives. C'est-à-dire que le streaming, voilà, en fait, pour le streaming, il y a quelque chose de fondamental, c'est que votre musique, à partir du moment où vous la balancez sur une plateforme de streaming, elle est accessible partout dans le monde, potentiellement. Et donc, pour un musicien ou un groupe, on va dire mainstream, ce qu'on appelle un top artiste, eh ben, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte dans sa démarche créative. Parce que justement, son auditorat, sa zone de consommation, donc ses fans, eh ben, ils ne seront plus circonscrits forcément à un pays ou à un groupe de pays donné, mais au monde entier. Et donc, c'est ce qui fait que, du coup, voilà, l'analyse en termes d'écosystème créatif, elle peut être aussi influencée parce que, du coup, ces stratégies créatives, eh ben, elles ne vont plus forcément passer par un recours à l'underground via le middle ground, mais plutôt par des stratégies, on va dire, d'hybridation, de mélange entre différentes cultures musicales, pour faire une sorte de melting pot qui est susceptible de plaire à tout le monde. Alors, on peut prendre certains exemples, comme par exemple, voilà, des exemples assez récents, comme si on prend par exemple une chanson qui a eu un succès planétaire il y a de cela quelques années. Vous prenez Despacito, de Luis Fonsi. Eh ben, Despacito, typiquement, c'est une sorte de melting pot parce que d'un côté, ça mélange des rythmiques caribéennes, africaines, des éléments d'électronique occidentaux, des paroles en espagnol. Enfin, voilà, c'est vraiment pensé pour s'adresser à une audience mondiale. Ou bien, plus récemment, vous prenez les groupes de K-pop du genre BTS, Blackpink ou New Jeans, qui vont mêler des choses vraiment très très hétérogènes. Donc, par exemple, si on prend le cas de Blackpink, qui peuvent mélanger par exemple du trap avec des paroles en anglais et en coréen,
et puis de la musique classique italienne. Donc ça, voilà, ça fait un melting pot. Mais pour autant, bah, là, du coup, l'influence de l'underground, elle est beaucoup plus, enfin, elle est beaucoup moins détectable, hein, beaucoup plus élusive. Hein, contrairement à, par exemple, si vous comparez à ce qui se faisait au début des années 2000, où là, on arrivait vraiment à circonscrire, par exemple, ben, quand on écoutait, si on s'y connaissait un peu en musique, on écoutait, par exemple, une chanson, on pouvait se dire, ah bah tiens, ça peut être issu de telle scène. Par exemple, voilà, si on s'y connaissait par exemple un peu en rap, euh, eh ben, on arrivait assez facilement à identifier, ah bah tiens, ça c'est un groupe qui est plutôt un groupe de rap West Coast, plutôt un groupe de rap East Coast, etc. Et parce qu'on savait que pour le West Coast, bah, voilà, on va plutôt, d'un point de vue esthétique, on va plutôt insister sur des interpolations de sons vraiment bien funky, quoi. Alors que pour le rap East Coast, on a cette pratique récurrente voilà, enfin, un type de sampling particulier. Donc voilà, c'est des éléments bah, finalement qui vont tendre à disparaître avec le recours au numérique. Alors, ceci, bah, justement, porte aussi un danger parce que bah, du coup, la notion de scène, d'écosystème créatif, ou en d'autres termes, hein, pour reprendre les termes des sociologues de la musique, la notion de scène va avoir tendance à disparaître. Ben, encore une fois, merci beaucoup pour la réponse. Alors, j'apprends deux choses. Donc, d'un côté, je vois qu'il y a un travail gigantesque que vous avez Hein. fait en amont avant de réaliser l'étude pour bien définir votre écosystème. Oui, oui. Et deuxièmement, j'ai appris que le numérique va potentiellement bouleverser finalement ce modèle des trois niveaux qu'on présente dans le petit cadre théorique. Donc, Oui, c'est oui. vraiment Oui, intéressant. oui, absolument. Je crois que c'est vraiment voilà, des enseignements importants là, que vous avez pu mettre en avant. Ouais. Ben, merci beaucoup pour cet échange. Donc, Ouais. j'ai vraiment apprécié ben, la lecture de l'article, mais aussi l'échange où vous avez vraiment ajouté d'autres notions, d'autres nuances. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cela. Bah, tout le plaisir était pour moi. Et moi, de vous remercier au nom de la revue internationale PME, Rosanna, Paul, merci pour ce bel échange à hauteur d'auteur qui nous a amené dans l'univers de l'entrepreneuriat, des écosystèmes entrepreneuriaux et de la musique, hein, donc l'univers de la musique à travers le krautrock. Fascinant échange qui, j'espère bien, intéressera beaucoup nos visionneurs et on va mettre l'article, le papier en question en lien avec la capsule pour que les gens qui s'y intéressent puissent le lire également. Donc, merci encore pour ce bel échange et au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.